Voilà, donc vous êtes intéressé par la psychanalyse, alors je vais faire des topos qui vous aideront à vous y retrouver dans le champ foisonnant des théories, des pratiques, l'innombrable livres et revues, etc. Donc je vais essayer de vous permettre de vous y retrouver. Mais comme vous êtes très différents les uns des autres, certains ayant déjà des connaissances avancées dans ce domaine et d'autres totalement novices, ma tâche est plutôt délicate. Pour certains, pour quelques-uns, ça va paraître trop simple, parfois, et pour d'autres, trop compliqué. Je vais donc tâcher d'adopter un cheminement progressif et chronologique. En gros, les deux grandes lignes sur lesquelles nous devrions arriver à finalement être assez au clair, c'est pourquoi la psychanalyse, ce qui suppose une différenciation entre la démarche psychanalytique et les psychothérapies. Pourquoi la psychanalyse et comment la psychanalyse, comment ça fonctionne, et plus particulièrement, comment fonctionne une psychanalyse rêve éveillé. Donc, je vais commencer par l'amnésie infantile. Comme vous le savez certainement, la psychanalyse s'intéresse tout particulièrement à l'enfance et à la petite enfance. On peut se demander pourquoi. Surtout en plus si on considère le phénomène universellement reconnu de l'amnésie infantile. C'est quoi cette amnésie infantile et pourquoi ça aurait de l'importance? Alors, ce qu'on constate, c'est que nous n'avons aucun souvenir de nos 2 premières années de vie. Aucun souvenir. Et très très peu de souvenirs avant 6 ans. Vous vous rappelez peut-être du titre d'un livre qui était paru en 1970, un psychologue qui avait écrit un livre, un psychologue Dodson. Tout se joue avant 6 ans. Traduction un peu provocante du titre anglais qui était simplement How to Parent, comment être parent. Mais qui a attiré l'attention sur ces premières années. Et il est vrai que l'entrée, par exemple, dans la grande école, l'école primaire, après l'école maternelle, se situe justement à 6 ans. Alors, pourquoi? Peut-être la meilleure comparaison, ce serait celle des fondations d'une maison. Avant toute élévation des murs et construction de tout l'ensemble habitable, il faudra établir, sous terre, invisibles plus tard, les fondations. Et si celles-ci sont mal faites ou si elles reposent sur un terrain pas très solide, on sait que la maison, toute sa vie durant, en aura des conséquences dangereuses. Bien sûr, une fois finie et habitée, elle pourra avoir recours à une foule de métiers pour pallier aux inconvénients qui pourraient apparaître. On manque pas d'artisans de toutes sortes et souvent très habiles. Électriciens, plombiers, chauffagistes, menuisiers, maçons. Chacun est utile et chacun pourra venir régulièrement pallier aux difficultés. En somme, les psychothérapeutes de la maison. Mais si c'est vraiment mal fichu et dangereux, seul un spécialiste des fondations, doté d'outils spécifiques et d'un savoir-faire particulier, lui seul aura une chance de pouvoir créer des accès à ces fondations souterraines et venir les rectifier. Évidemment, c'est qu'une comparaison. Mais elle éclaire bien ce que je cherche à expliquer concernant les fondations invisibles, et particulièrement inaccessibles lorsqu'elles réfèrent aux 2 premières années. Mais pour les jeunes parmi vous, il y a une autre comparaison qui serait peut-être plus parlante. Imaginons la structure suivante. Vous utilisez un premier logiciel, un peu archaïque, non dénué de failles, et celui-ci est ensuite recouvert par une deuxième couche logicielle censée faire évoluer l'ensemble. Parfois ça marche assez bien, et parfois il y a des bugs incompréhensibles et énervants qui viennent parasiter ce que vous êtes en train de faire. Or, ces bugs, ces symptômes, sont issus du premier logiciel qui existe, qui continue à exister en sous-couche. Vous me direz, ou certains diront, comparaison n'est pas raison, ça ne prouve rien, c'est bien du baratin fumeux de psychanalyste.
Alors, voici un argument scientifique qui vient prouver que les psychanalystes ont bien raison. C'est pas vieux. En 2017, les neurologues italiens Cristina Alberoni et Alessio Travaglia se sont penchés sur cette question de l'amnésie infantile. Leur théorie est la suivante. L'hippocampe, qui est la partie du cerveau où se forment les souvenirs, est en pleine évolution dans cette période de la toute petite enfance, si bien que la neurogenèse constante, c'est-à-dire il y a constamment des nouveaux neurones qui se créent, vient perturber ce qui s'est inscrit dès le début. Et, je cite un article sur leurs travaux, « Loin d'être perdus à jamais, ces souvenirs précoces pourraient demeurer en suspens en étant stockés dans le cerveau sous une forme latente. On ne peut pas se rappeler l'événement, on l'a oublié, mais pour autant, il en reste une trace dans le cerveau, activable par l'exposition à des stimuli appropriés. » Fin de citation. Il différencie aussi l'apprentissage émotionnel, qui dépend d'une structure cérébrale, l'amygdale, arrivant à maturation bien avant l'hippocampe. Et donc, je cite encore, « Lorsque des événements traumatiques surviennent pendant la petite enfance, nous n'en gardons pas forcément le souvenir, mais ils n'en ont pas moins des effets persistants sur le cerveau en raison de l'activité de l'amygdale. » Fin de citation. L'amygdale, la structure cérébrale concernant l'apprentissage émotionnel. En somme, il s'est passé quelque chose qui reste inscrit émotionnellement en nous, bien que nous n'en ayons pas forcément le souvenir. Qui est-ce qui propose cette idée? Des scientifiques spécialistes en neurologie du cerveau. La psychanalyse sait tout cela depuis longtemps à travers son approche théorico-clinique, mais bon, ça fait pas de mal que progressivement d'autres recherches la rejoignent. Donc, revenons à nos moutons. Nous sommes porteurs de deux niveaux différents, dont l'un semble en partie quasiment inaccessible, disparu du fait de l'amnésie infantile, alors qu'il a une importance fondamentale, comme nous allons le voir. Pourquoi cette importance fondamentale? Eh bien parce que notre espèce, l'espèce humaine, vit et expérimente dans la toute petite enfance quelque chose de très particulier qui s'appelle, ou qu'on décrit par une théorie qui est la néothénie. Cette caractéristique, la néothénie, a été bien étudiée sur un petit poisson mexicain, l'axolote, A-X-O-L-O-T-L. Ce petit poisson, c'est un bébé de l'espèce salamandre. Si les conditions sont réunies, hausse de température, diminution du niveau d'eau apportent certains ingrédients, il subit une métamorphose et devient une salamandre qui vit et respire sur Terre. Mais sinon, lui, il vit dans l'eau, sous sa forme larvaire primitive, et non seulement il vit une douzaine d'années, mais il se reproduit à partir de 1 an, bien qu'étant non adulte, non terminé, non fini, et en plus il présente des caractéristiques dont aucun autre animal ne dispose, il peut se régénérer ses pattes, sa queue, sa moelle épinière, ses yeux, ses ovaires, par exemple. En somme, ce sont des bébés, si l'on peut dire, mais qui peuvent se reproduire d'une façon sexuée sous cette forme bébé et qui présentent des caractéristiques extraordinaires. Eh bien, l'être humain serait lui aussi assez particulier, en ce sens qu'il naît prématuré, mal pourvu d'un organisme inachevé, et conservant toute sa vie les stigmates de cette prématuration. Un peu comme l'axolote. Pourquoi c'est ainsi? On ne sait pas trop. Un jour, la science expliquera-t-elle tout cela, peut-être. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un fait incontestable. Ainsi, comment se présente le bébé qui vient de naître? Un philosophe français, Dany Robert Dufour,
a beaucoup étudié cette question, je le cite ici. De nombreux traits typiques d'une prématurité ne se trouvent par ailleurs que chez le bébé humain qui vient de naître. Cloison cardiaque non fermée, immaturité postnatale du système nerveux, insuffisance des alvéoles pulmonaires, circonvolution cérébrale à peine développée, croissance physique insuffisante au regard des normes constatées chez les autres mammifères. Le jeune veau ou le jeune cheval, quand ils viennent au monde, pèsent dans les 40 kilos, et seulement quelques minutes après la naissance, ils gambadent auprès de leur mère, bon, avec une conviction toute flageolante, mais quand même. Alors que le bébé humain, lui, ne pèse guère que 3 kg à la naissance et ne rampe même pas. Les autres primates mangent, dévorent, déchirent, leurs dents de lait se forment immédiatement après la naissance, et à peine sont-elles au complet que la dentition définitive commence d'apparaître. Par comparaison, la survie alimentaire du bébé humain est un piètre exemple de totale dépendance. Il lui faut 2 ans pour posséder toutes ses dents de lait, et non pas immédiatement après la naissance, et sitôt ce prodige accompli, il les perd pour vivre admis et denté jusqu'à 5 ou 6 ans. Et on verra bien d'autres traits d'immaturité, comme la non-suturation des os du crâne jusqu'à l'âge très avancé de 20 ans, ce qui autorise certains débordements et bourgeonnements cérébraux. Fin de citation de Danny Robert Dufour. En somme, et on n'en est pas à un paradoxe près, cet être humain qui vient de naître est affligé d'un énorme déficit de base par rapport à tous les autres mammifères. Et ce déficit, ce manque de schémas instinctuels déjà établis, de programmes pré-câblés, cette nécessité de tout devoir apprendre, cette obligation de remplacer la nature défaillante et d'y substituer la culture, par l'environnement et par les modèles identitaires, eh bien ça va le conduire à créer, intensivement, pour combler ce manque de base. Manque de base qu'un psychanalyste, Michael Balint, nommera le défaut fondamental. Mais bien d'autres psychanalystes ont parlé de cette espèce de faille qui nous est commune. En effet, nous avons tous connu cette période d'impuissance absolue, de dépendance totale, d'émotions terribles, de sensations corporelles incontrôlables, etc., quand nous étions bébés. Alors, quelles sont les conséquences de cette prématurité qui va nous conduire à vivre une enfance très longue et très dépendante? Elles sont tellement nombreuses que je ne vais pas les aborder toutes aujourd'hui, bien sûr, mais effectuons un premier survol. Première chose, un bébé, ça n'existe pas, nous dit Winnicott, célèbre psychanalyste anglais, pédiatre de formation, qui répond d'ailleurs ici à un thème de Balint. Un bébé, ça n'existe pas. Cette formule indique qu'un bébé ne peut pas vivre sans un tuteur adulte. Un bébé humain, c'est 2 personnes en interaction. Deuxième point, ça entraîne le fait que le psychisme qui est en train de s'élaborer dans l'enfance va être imprégné par l'environnement qui est le nôtre et par tout ce que celui-ci va transmettre. Nous sommes donc, d'une part, totalement pétris de l'autre, imprégnés du milieu de l'époque. Si nous étions nés au Moyen-Âge, nos valeurs, notre vision du monde, nos buts en auraient été marqués. Et d'autre part, imprégnés des expériences constitutives de la relation avec cette mère-là, ce père-là, cette famille-là. Bref, nous sommes à la fois tissés de l'autre et de la culture d'une époque, et à la fois marqués par le fait de dépendre pendant très longtemps d'un autre très puissant. Pas difficile suite à ça de comprendre que 2 faits se retrouveront dans toutes les cultures et toutes les civilisations: l'importance d'une valeur vitale, l'amour, et du comportement d'attachement qu'il suppose, l'importance d'un autre puissant, chef de l'État, Dieu, gourou, etc., par rapport auquel nous aurons à trouver notre place,
soumission, rébellion, autonomisation. Troisièmement, pourquoi est-ce que ça se marque tellement profondément en nous depuis le traumatisme de la naissance jusqu'à l'arrivée dans l'âge adulte? Eh bien, en premier lieu, parce que les vécus du bébé ont été extrêmement violents. Or, notre identité se construit d'abord et avant tout par les expériences qui auront été les nôtres. Et quelles sont les expériences pour le bébé? En déficit de contenant psychique, n'ayant pas encore une pensée élaborée, il est traversé par tout ce qui devra plus tard être contenu et traité. Traversé par les émotions, c'est facilement visible quand votre bébé pleure par exemple, traversé par les sensations corporelles sur lesquelles il n'a pas de contrôle, traversé par les interactions avec son environnement car il ne dispose pas encore de repères pour différencier le dedans et le dehors, traversé aussi par les pulsions qui nous constituent malgré tout, pulsions de vie, Eros, et pulsions de destruction, Thanatos. Bref, des expériences et des vécus qui vont de la tornade destructrice jusqu'à l'extase absolue après s'être nourri au sein. La plupart de ces vécus étranges se retrouveront dans les ressentis des adultes psychotiques, mais aussi dans ce que nous pouvons percevoir en nous quand notre gestion psychique flanche un peu. Angoisse de mort, angoisse de morcellement, partir en morceaux, non-repérage entre le dedans et le dehors, est-ce que c'est ma pensée ou pas, sentiment que le corps échappe et suit sa propre logique, etc. Bon, vous aurez compris, bien sûr, que je fais ici qu'un très rapide survol. En tout cas, au fond de nous, quand nous serons sortis de notre enfance, il restera un sentiment secret d'impuissance et de faille, trace d'une situation où nous avons été si longtemps impuissants et dépendants. Mais aussi une aspiration à cet amour tellement indispensable et tellement bon. Alors, comment est-ce qu'on en est sorti finalement? Je résume très vite. Il a fallu, d'abord et avant tout, s'appuyer sur le psychisme maternel, puis parental, qui a amené la sécurité dont nous ne disposions pas. Ensuite, en développant des mécanismes de défense très puissants afin de mettre sous boisseau tout le plus difficile que nous n'arrivions pas à gérer. L'amnésie infantile, par exemple, ne porte pas que sur les années bébés, les 2 premières années, mais aussi sur les années d'enfance jusqu'à 6 ans. Enfin, en établissant un contenant psychique, une structure de pensée, pour traiter dans un lieu intérieur sécurisé ce qui nous arrive et nous pose question. Mais prenons des exemples de la façon dont le bébé et l'enfant en nous orientent notre vie d'adulte. Et pour cela, je m'appuierai sur les 2 points cités plus haut. L'expérience de l'attachement et de l'amour avec la mère principalement et les parents en général, et l'expérience de la dépendance envers un adulte fort, puissant et qui semble tout savoir. Donc ces 2 marques. L'attachement. Les études sur l'attachement, Bowlby, Harlow, etc., ont montré comment cette expérience de relation primaire avec la mère marquait le style de nos relations. En gros, on peut dire ça. Il y a 3 types d'attachement. Sécure, anxieux, évitant. Environ 55% de la population dispose d'un attachement sécure. Ce qui suppose donc que 45% de la population est dans un attachement insécure. Les adultes sécures n'ont pas de grosses difficultés à devenir intimes et à faire confiance à leur partenaire. Ils pensent que l'amour existe et peut être durable. Ils sont en même temps capables de reconnaître et d'exprimer des affects négatifs engendrés par la relation et d'imaginer des issues positives en cas de conflit. Ça, c'est dans le cas d'un attachement sécure. Les adultes dont l'attachement est anxieux, ils ont des demandes affectives démesurées car leur peur d'être abandonnés
les mènent à douter de la sincérité de l'amour de l'autre. Ils ont alors tendance à être soupçonneux, collés à l'autre, etc. Et les adultes évitants, donc sécures, anxieux, évitants, les adultes évitants se caractérisent par un rejet de l'attachement et de la dépendance affective. Ils ont tendance à se maintenir à une certaine distance physique, psychologique, de leur partenaire et se protègent des expériences de détresse affective qu'ils supposent inévitables si jamais ils s'attachaient. Or, il n'est pas rare qu'un adulte évitant se mette en couple avec un adulte anxieux. L'un cherchera à être collé et l'autre à se tenir à distance. Difficulté relationnelle garantie. Ces petites remarques sur l'attachement n'ont pour but que de souligner combien notre vie entière peut être influencée par nos expériences de base, nos fondations. L'amour et les relations adultes sont traversés et orientés par nos vécus d'enfance et par les schémas de vie qu'ils ont imprimés. Évidemment, on verra donc par la suite la trace et l'influence de tout ce qui s'est marqué dans notre enfance. Traumatisme, identification, expériences de toutes sortes, ayant inscrit une certaine vision du monde dans notre premier logiciel. Je parlais de 2 points, l'attachement d'un côté et la relation avec un adulte fort, longtemps perçu comme tout-puissant, d'un autre côté. Ce deuxième point sera quant à lui à l'origine d'une instance interne, un parent intérieur, qui pose des interdits et qui indique des comportements à avoir, ce qu'on appelle le surmoi et l'idéal du moi. Conclusion. Comme vous le constatez, la psychanalyse met à jour des zones douloureuses et problématiques. C'est son travail, bien sûr. Comment un médecin pourrait-il s'occuper d'une maladie s'il n'en connaît rien? Mais elle s'occupe aussi de toutes les énergies et les forces dont nous disposons. Et l'enfant lui-même est loin de n'être que démuni et impuissant. À 2 ans, par exemple, tous les parents le savent, il entre dans la phase du non et il devient farouchement opposant. À 4 ou 5 ans, il est passionné par l'amour, la sexualité, la séduction, et il se fait déjà toute une opinion sur le monde, la vie, les hommes, les femmes. Puis, à partir de 7 ans et jusqu'à 12 ans, c'est ce qu'on nomme la période de latence. Enfin sorti des tornades tumultueuses de la petite enfance, il entre dans la poésie, le jeu collectif, le vert paradis, une certaine innocence dans la découverte du monde et de la nature. Là, ses souvenirs prendront une toute autre coloration et ce trésor sera engrangé avant l'entrée de nouveau très tumultueuse dans l'adolescence. Mais il restera lui aussi comme un trésor dans lequel nous pouvons puiser. Bref, et en conclusion, je dirais que la psychanalyse se pose les questions suivantes. Premièrement, les fondations sont-elles suffisamment saines pour que la vie adulte ne soit pas trop encombrée par des croyances infantiles, elles-mêmes issues d'expériences primaires? Deuxièmement, comment percevoir, lorsque nous sommes menés par de l'infantile, puisque tout ce que nous pensons et faisons, nous l'attribuons à des raisons apparemment adultes et raisonnables, et rationnelles. Troisièmement, et si on veut accéder à ces fondations problématiques, comment retrouver les expériences qui ont été à la base de tout le reste et comment transformer celles-ci en expériences nouvelles qui auront été mises à jour? Eh bien, toutes ces questions nourriront mes prochains topos.